La gauche israélienne en voie de disparition, Le Monde. La gauche israélienne est traumatisée. Dans les salons des villages côtiers, dans les appartements branchés de Tel Aviv, certains se préparent même à la grande migration. Retour à Berlin pour l'un, un rêve d'éco-village au Portugal pour l'autre. Tu m'emmènes avec toi à Paris, lance Chesy Cohen. Son rire est un peu jaune. Pour ce militaire de carrière reconverti dans les assurances, comme pour beaucoup d'Israéliens de gauche, l'arrivée d'un gouvernement exclusivement de droite, mené par Benjamin Netanyahou, vainqueur des élections législatives du 1er novembre, est plus qu'une déception, c'est un péril existentiel. Né à Tel Aviv en même temps que l'État d'Israël, en 1948, Chesy Cohen s'inquiète de voir les alliés juifs ultra-orthodoxes et l'extrême droite de M. Netanyahou accroître le poids de la religion dans l'État juif. Israël va devenir l'Afghanistan, promet-il, et tout ça pour sauver la peau de Bibi. Le septuagénaire n'était pas militant avant de rejoindre les grandes manifestations contre l'inamovible Premier ministre israélien en 2019. Chaque samedi, il a agité un drapeau noir sur un pont enjambant la 4 voies près de chez lui, à Herzliya, en banlieue de Tel Aviv. Il n'y a aucun doute, M. Netanyahou a vendu l'âme du pays contre une remise de peine dans son procès pour corruption, en cours depuis 2020. Ce nouveau gouvernement, c'est la disparition du pays que mes parents ont construit, explique aussi Yori Kandel, 66 ans, membre du kibbutz de Lehavot Abashan en Galilée et militant de longue date de Meretz. En novembre, ce parti de gauche laïque, né en 1992, a échoué à entrer au Parlement. Dans la Knesset actuelle, si on ne compte pas les formations arabes, il ne reste plus que 4 députés de gauche sur 120, tous issus du Parti travailliste. Les Israéliens de gauche ont surtout basculé vers Yesh Atid, il y a un futur, le parti centriste de Yair Lapid. Même dans les kibbutz, traditionnellement ancrés à gauche, la moitié des électeurs ont voté pour cet éphémère Premier ministre, en poste depuis juillet 2022 et futur chef de l'opposition. Le parti de gauche l'accuse d'avoir cannibalisé leur électorat. Les électeurs de gauche qui vivent dans la conurbation Tel Aviv ou dans les communautés rurales confortables sont souvent âgés et cultivent la nostalgie d'un Israël plus tolérant et prêt à se remettre en question. Ils incarnent aussi un pays plus européen, celui du premier Israël, opposé au second Israël, les habitants de la périphérie, plus souvent juifs séfarades, que le Likoud séduit depuis les années 1970. La mort politique de la gauche israélienne est annoncée de longue date. Le problème est en partie démographique. Comme d'autres, les enfants de Chesy et Yori ont profité du miracle économique des années 90 et ont quitté les kibbutz pour une carrière dans la high-tech et se sont rapprochés d'une partie de la population dépolitisée, axée sur la réussite individuelle. Les 4 dernières années qui ont vu se succéder 5 élections législatives ont mis en lumière 2 modèles antagonistes. D'un côté, une social-démocratie traditionnelle, mal à l'aise face à l'occupation militaire des territoires palestiniens qu'elle perpétue depuis 1967. De l'autre, une démocratie centralisée qui promet de réduire le pouvoir de contrôle de l'institution judiciaire sur le Parlement, plus religieuse et convaincue de l'inutilité des négociations avec les Palestiniens. En Israël, aujourd'hui, la plupart des gens ne soutiennent pas la social-démocratie, regrette Mossi Raz, ancien parlementaire de Meretz. Convaincu qu'elle peut être sauvée, M. Raz pense que son parti peut encore mettre sur la table des propositions sociales utiles, notamment pour réduire le coût de la vie, première préoccupation des Israéliens. Pour cela, il lui faudra attirer du sang neuf. Dans les réunions, je suis souvent le moins âgé, regrette Yori Kandel, du haut de ses 66 ans. Les jeunes étaient là dans les manifestations contre Netanyahou, et nous n'arrivons pas à convertir cet engagement en vote. Pour le militant, le vrai problème, c'est l'éducation. Le débat politique a disparu de l'école et des mouvements de jeunesse au profit de l'enseignement de valeurs ultranationalistes. Une réforme en cours du cursus d'éducation civique au lycée lui donne raison. Elle placerait la loyauté de l'État au-dessus des droits fondamentaux. Cette dynamique ne devrait que se renforcer sous le prochain gouvernement. La gauche israélienne ne peut pas convaincre parce qu'elle est pleine de contradictions, estime Itai Feitelson. Ce jeune homme frêle de 27 ans passe la plus grande partie de son temps dans les collines au sud d'Hébron, en Cisjordanie, où il milite contre l'occupation militaire. Il a grandi dans le sionisme de gauche, mais s'y est toujours senti mal à l'aise. C'est trop facile pour la droite de souligner nos incohérences. Itai ne voit plus de grande différence entre les colonies bâties durant les premières années du sionisme et celles qui s'étendent aujourd'hui en Cisjordanie occupée
Il se demande pourquoi son camp dénonce celle construite après 1967, sans s'interroger sur les villes construites sur les localités arabes rasées durant la guerre de 1968. Selon Mossira, cette introspection est indispensable pour que la gauche se rapproche des Palestiniens citoyens d'Israël, minorité qui représente environ 20% de la population. Un nouveau parti doit naître des cendres du parti travailliste, de Meretz et de Hadash, le parti communiste surtout présent dans la communauté arabe. La conversation a déjà commencé, car la course contre la montre est lancée, les électeurs progressistes font moins d'enfants et les espoirs de paix avec les Palestiniens s'estompent. Mais le gouffre idéologique est profond. Pour mener à cette fusion, le parti travailliste de Ben Gurion, fondateur de l'État d'Israël, devra s'allier avec une formation antisioniste, représentante d'un électorat qui s'identifie comme palestinien. Cela ne décourage pas M. Kandel. Je suis fièrement sioniste, mais j'ai des amis et des collègues juifs et arabes qui ne le sont pas. Ce n'est pas un problème, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais nous avons le devoir de nous battre pour nos enfants et nos petits-enfants, sinon il n'y aura plus rien à sauver.